J'inviterai tout de suite les gens de notre deuxième panel. Régent Sanson, Félix Gervais et Jérôme Laviolette. On les applaudit. Alors là, on va aller dans d'autres domaines. On a un casseux de party d'ailleurs ici par rapport à nos batteries. Oui, c'est ça. C'est peut-être le panel casseux de party, celui-là. Non, blague à part, il y a beaucoup à dire sur la chimie de ces transports-là. Et on va en parler d'ailleurs avec Régent Sanson, dont c'est une des spécialités. Mais auparavant, on va y aller avec une question. On a souvent tendance à penser justement que ces véhicules électriques-là sont des solutions vertes. Qu'en pensez-vous? Est-ce que le véhicule électrique en est une? Est-ce que vous n'êtes pas du tout d'accord? Plutôt pas d'accord? Moyennement d'accord? Plutôt d'accord ou tout à fait d'accord avec cette affirmation? Votre vote est... moi, je suis très curieux de voir les réponses de ça. Inquiète. Catherine? Moi, je suis inquiète. Alors, on va voir si l'inquiétude de Catherine sera justifiée. Je pense qu'on peut fermer le vote et regarder les réponses. Catherine, est-ce que votre inquiétude est justifiée? Tu sais, quand on ne veut pas décider, on met toujours la réponse du milieu. Donc, je pense qu'il y a une incertitude, hein? Vous ne savez pas trop. Oui, dans votre salon, vous dites, oui, il faut que je m'achète un véhicule électrique, mais là, je ne suis plus trop sûre parce qu'il y a un panel là-dessus. Donc, allons en apprendre un peu plus. Bien, justement, on va en apprendre un peu plus avec Régent Sanson. Régent Sanson, qui est professeur titulaire au département de génie chimique à Polytechnique. Régent Sanson, bonsoir. Bonsoir. On est très content que vous soyez là parmi nous. Dans quelles conditions est-ce que, justement, à partir de quelle durée d'utilisation, pourrait-on dire, est-ce que l'automobile électrique devient plus avantageuse que le véhicule à essence? Ça, c'est une grosse question quand même pour le futur de nos déplacements et de l'environnement. Effectivement, c'est une très grande question parce qu'il y a plusieurs mots-clés. Il y a le mot « condition », « durée d'utilisation » et « avantageuse ». Qu'est-ce que ça veut dire, le mot « avantageux » quand on parle d'environnement et de développement durable? Alors, on va mettre une première diapositive. J'en ai juste 2 diapositives. Nous, on peut répondre à cette question-là avec un outil qui s'appelle l'analyse du cycle de vie. L'analyse du cycle de vie nous permet de faire un bilan de matière, un bilan d'énergie, un bilan des impacts sur toutes les étapes du véhicule électrique. Quand on parle d'un véhicule électrique, on parle d'extraction des matières premières, la production des pièces, la production de la batterie, évidemment, le transport des composantes, le transport du véhicule vers le concessionnaire, l'utilisation, l'entretien, l'huile, le lave-glace, tout ce qui rentre dans le véhicule, le recyclage des batteries, du métaux, de l'aluminium et tout ce que vous voulez, ainsi que la fin de vie. Et donc, on a ces éléments-là. L'autre diapositive, après, tout simplement pour vous montrer qu'il peut y avoir des centaines et des milliers de processus. Et un processus, ça peut être une usine, ça peut être un procédé qui sont impliqués. Alors, le défi de l'analyse de cycle de vie, c'est d'aller chercher tout ce qui se passe dans la vie d'un véhicule, de le modéliser, puis de sortir les éléments d'impact. Les éléments d'impact sont lesquels? Tout à l'heure, Philippe a parlé de changement climatique. C'en est un des 18 impacts qu'on analyse habituellement. Mais pardonnez-moi, avant d'aller plus loin, Régent, ces petits carrés-là, qu'est-ce que ça représente? Par exemple, si on en prend un au hasard... Si vous en prenez un au hasard, par exemple, ça peut être l'extraction du lithium par une mine. Okay. Ça peut être aussi le fabricant de peinture qui peut faire la peinture pour le véhicule. Donc, ça, ce sont tous les procédés? Tous les procédés. Parfait. Puis, pour une automobile, on parle de plusieurs milliers de procédés pour arriver, parce qu'il y a des milliers de pièces dans une automobile. Donc, il n'y a pas juste dire qu'on va mettre de l'essence ou on va mettre de l'hydrogène. C'est beaucoup plus vaste que ça. Je reviens sur mon point. Oui, allez-y. Sur les impacts. Alors, l'impact, quand on parle d'impact, on parle de différents types d'impacts. Ce qui nous intéresse, évidemment, on parle beaucoup de l'électrification des transports pour les changements climatiques. Mais il y a aussi beaucoup d'autres éléments. La santé humaine, c'est fondamental. Par exemple, l'émission de substances toxiques, la réduction de la couche d'ozone, les particules fines. Aussi, dans le domaine de la qualité des écosystèmes, la biodiversité, l'écotoxicité aquatique, l'acidification, l'eutrophication, ainsi de suite. Alors, je vais commencer par répondre à la question maintenant. Alors, dans quelles conditions et dans quelle durée d'utilisation l'auto électrique devient-elle la plus avantageuse? Bon, avantageuse. Alors, globalement, pour le véhicule électrique,
Ce qui est le plus impactant, c'est l'étape de production du véhicule électrique à cause du moteur et des batteries. Les petits moteurs électriques, ça a l'air de rien, là, mais il y a beaucoup de pièces constituées de métaux précieux qui fait que l'impact environnemental de produire ces métaux est très, très important. Pour le véhicule, la combustion, c'est évidemment la phase d'utilisation. Donc, on parle de la combustion du pétrole, l'utilisation de ressources et aussi le risque pour la santé humaine. Maintenant, on va vous donner quelques petits chiffres intéressants. Si on prend juste le véhicule, si on prend juste le véhicule, deux véhicules, lequel est le plus polluant? C'est le véhicule électrique qui est nettement plus polluant que le véhicule à essence. Juste le véhicule. Il n'a pas roulé encore, là. Il n'a pas roulé, juste le véhicule. Il ne roule pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes reliés à la production des batteries, le moteur électrique, l'électronique embarquée fait que ce véhicule-là, lui-même, quand vous l'achetez, il est beaucoup plus complexe et par lui-même, il est beaucoup plus polluant en tant que tel. Maintenant, si on regarde on le fait rouler, notre véhicule. On part avec, puis on va rouler 100 000, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 100 000, 300 000 kilomètres. À partir de quel moment qu'on voit une différence? Par exemple, si on veut regarder uniquement le côté du changement climatique, il faut au moins faire 40 000 kilomètres avec votre véhicule électrique pour dire qu'il devient avantageux. C'est-à-dire que les 2 premières années, là, vous êtes perdant en termes d'efficacité pour les changements climatiques. Pour la qualité des écosystèmes, il faut vous rouler 50 000 km. Pour la santé humaine, on est rendu à 90 000 km. Donc, ça veut dire qu'il faut en faire du millage avec un char électrique, je m'excuse l'expression, pour arriver à être plus performant quand on regarde tous les différents impacts. Puis quand on regarde ensuite des catégories plus particulières comme les ressources minérales, les ressources des terres rares et tout ça, jamais le véhicule électrique peut... même après 700 000 km, il n'atteint jamais. Il est toujours beaucoup plus polluant que n'importe quelle voiture à essence. Ouais. Ça, c'est une chose. L'autre chose que je peux vous dire, il y a aussi, ça, ce sont des chiffres, ils apparaissent simples, comme ça, que 50 000, 40 000, c'est juste ce que je vous ai dit, mais il y a beaucoup de facteurs atténuants. Dans les facteurs atténuants, je vais vous en donner quelques-uns. Évidemment, au Québec, c'est un beau facteur atténuant. On est à 95 d'hydroélectricité dans notre mix énergétique. Évidemment, ici, on a toutes les conditions pour que le véhicule électrique performe mieux. Et les chiffres que je vous ai donnés, c'est des chiffres pour le Québec. D'ailleurs, c'est une étude qui avait été faite pour Hydro-Québec. Ces données viennent de cette étude-là. Elle avait été faite par le CIREG à l'époque, en 2016, excusez-moi. L'autre chose aussi qui est très importante, c'est les conditions d'utilisation. En milieu urbain, la vitesse, le climat vont changer ces différents points. Un point intéressant aussi, c'est la masse du véhicule. Saviez-vous que si vous prenez une Tesla avec le super modèle, le P100, là, qui a une batterie qui pèse à peu près 3 fois celle-là d'un modèle plus petit, eh bien, plus la batterie augmente de poids, plus l'impact est important, devient très, très important. Donc, au point où ça vaut peut-être même la peine de penser aux véhicules hybrides dans lesquels on a une petite batterie et qu'un petit moteur, on pourrait arriver avec des meilleurs résultats. L'efficacité de la batterie, c'est un point très important. L'efficacité des recyclages. Actuellement, il n'y a aucun procédé de recyclage pour le lithium. Je ne sais pas si vous saviez ça. Il y a encore très peu de procédés de recyclage qui existent pour les autres composantes des batteries et des moteurs. Et sachant que les compagnies changent de chimie de batterie toutes les années, à tous les 2 ans, puis qu'ils se compétitionnent entre eux sur la chimie des batteries, donc on arrive à une complexité dans le recyclage qui va être difficile à résoudre. Et je voudrais aussi, en terminant, vous parler d'autres facteurs, mais des facteurs beaucoup plus globaux, ce qu'on appelle les facteurs globaux. Donc, premièrement, l'effet d'échelle. On compare souvent une voiture électrique avec une voiture essence, mais si on compare 50 millions de voitures électriques avec 50 millions de voitures essence, là, on change complètement de perspective. Par exemple, on a fait des études dans lesquelles on montre que si on électrifiait totalement, on changeait toutes les autos, on les mettait toutes électriques maintenant, on n'aurait pas plus on n'aurait pas de lithium pour plus de 40 ans pour les batteries. Alors qu'on sait qu'il y en a pour 500 ans à 600 ans présentement de ressources en lithium. Donc, l'électrification
poussé par les véhicules électriques sur base de batterie pourrait conduire rapidement à des pénuries de ressources importantes. L'autre chose, on ne réalise pas, on nous dit qu'Hydro-Québec est capable de prendre la production, de prendre jusqu'à 1 million de véhicules électriques sur son réseau. Il reste que, si tous les pays font ça, il va y avoir des répercussions sur les échanges électriques entre les différents territoires. Et ce n'est pas évident qu'on va garder les mêmes chiffres que je vous ai présentés tout à l'heure. Sans compter tout l'impact sur les infrastructures, l'utilisation du territoire et la pollution des sols, la pollution de l'eau, qu'on va parler un peu plus tout à l'heure en parlant des terres rares. Donc, en conclusion, je vais faire une conclusion. J'allais vous le demander. Donc, je savais. On s'entend très bien. Alors, en conclusion, le véhicule électrique en lui-même est moins vert que le véhicule conventionnel. Par contre, sur tout le cycle de vie, le véhicule électrique devient plus vert à partir de 50 000 km dans les conditions du Québec. Toutefois, c'est une source non négligeable de pollution et dans plusieurs conditions, les gains environnementaux ne sont pas énormes. Donc, est-ce qu'on peut penser que le véhicule électrique est soutenable? Moi, je ne crois pas. Et la mise en service de millions de véhicules électriques va engendrer des répercussions environnementales, économiques et sociales. Je n'ai pas eu le temps de parler des aspects sociaux, mais c'est très important aussi. Toutefois, ces enjeux seront peu documentés. Ouais. Alors, je vais arrêter là. Voulez-vous refaire votre examen? Régent Sanson. Pardon? Est-ce qu'ils veulent refaire leur examen? Et c'est des chiffres, c'est vraiment une douche froide que vous venez de nous servir là, Régent Sanson. Et on n'a même pas parlé des aspects sociaux en plus. C'est pour ça qu'on ne m'invite pas d'imparter, ça. Et en plus, vous ne prenez pas de sous-questions. Blague à part. Merci beaucoup, Régent Sanson. Très intéressant. Mais on va en parler des terres rares. Wow! Innovation spontanée en plus pour une douche froide. On a un public vraiment bizarre, je dois vous dire. C'est pas des gens normaux qu'on a ici ce soir. Qu'est-ce qu'une terre rare? On va en discuter avec Félix Gervais, mais on va vous demander la question tout juste avant. Est-ce qu'une terre rare, c'est une planète lointaine? C'est un dérivé de l'or? On ne vous en passera pas, hein? Un type de terre agricole ou un groupe de métaux? On veut vos réponses. Ça va être vraiment... On va voir s'il y a des petits comiques. Ça, on va le voir, très, très certainement. Alors, je pense qu'on peut fermer le vote et regarder. Alors oui, on a des petits comiques, effectivement. On a 7 de petits comiques. Et on a des gens qui sont allés à l'université. Félix Gervais, vous êtes un spécialiste des terres rares. Écoutez, j'ai interviewé récemment Guillaume Pitron, qui est un journaliste français qui a fait un livre au complet consacré à ça, un livre absolument fascinant. Il est vraiment très critique face à l'utilisation qu'on fait de ces terres rares-là. En tant que spécialiste de la question, vous êtes chercheur dans le domaine, est-ce que vous trouvez que d'être alarmiste face à l'utilisation des terres rares, c'est un peu too much? Premièrement, je voudrais remercier Régent parce qu'il a vraiment mis la table sur tout plein de choses que je vais discuter aujourd'hui. Fait que c'est merveilleux, merci. En premier, on pourrait parler, Mathieu, c'est quoi une terre rare en premier? Oui. Bon, c'est pas une planète lointaine, vous l'avez presque tous compris, sauf le petit 7 En fait, c'est un groupe de métaux qui ont des caractéristiques chimiques semblables. Mais surtout, c'est que ces métaux-là ont des caractéristiques, ont des propriétés fantastiques sur lesquelles on a basé notre monde technologique aujourd'hui, puis sur lesquels on va de plus en plus avoir besoin dans notre monde futur basé sur la technologie de plus en plus présente. Donc, par exemple, on parle d'auto électrique. Une auto électrique, premièrement, c'est pas si rare que ça, là, une terre rare. C'est parce que lorsque ça a été trouvé à la fin du 18e, début du 19e, on trouvait ça très bizarre, fait que les scientifiques ont appelé ça terre rare, puis le nom a resté, mais la plupart des terres rares sont plus abondantes que l'or, par exemple, puis à peu près aussi abondantes que le nickel, là, deux métaux qu'on connaît bien. Donc, c'est pas si rare que ça. Si on prend une auto électrique typique, c'est à peu près 10 kg de terres rares qui rentrent dans la composition de l'auto. On en retrouve où? Par exemple, tous les écrans qu'on a, tous les écrans, les vitres, les miroirs, tout ce qui est poli dans la vie nécessite une poudre à base d'une terre rare qu'on appelle le cérium. On trouve du cérium puis du lantane dans les catalyseurs, dans les petites pièces chimiques, dans les petites composés électriques. Il y a toutes sortes d'autres terres rares. Donc, il y en a partout, mais surtout, c'est dans les aimants. Les aimants sont vraiment importantes.
dans les moteurs des voitures électriques, mais aussi tout ce qui est miniaturisation de nos gadgets électroniques. C'est des aimants à base de, il y a 2 types, samarium-cobalt. Donc, on mixe une terre rare samarium avec du cobalt. Mais encore plus puissant que ça, c'est les aimants niodyme-fer-bore, qui sont des aimants extrêmement puissants, qui font rouler les moteurs des voitures électriques, mais aussi les éoliennes. Donc, ces aimants-là sont vraiment essentiels. Si on ne les a pas, c'est pour ça que la Tesla est plus lourde, est plus grosse, parce que c'est possible de construire ces moteurs-là, mais sans terre rare, mais ça fait des moteurs plus lourds. Puis Régent nous a parlé que si c'est plus lourd, c'est encore moins avantageux. Donc, un peu pour vous illustrer un peu la problématique des terres rares, j'ai préparé une petite animation. On va essayer de l'avoir, moi et Catherine, aujourd'hui. Donc, on va regarder ça. On va essayer de comprendre un peu c'est quoi le but? Parce que, tu sais, moi, je suis un géologue barbu, je travaille avec mon marteau, ma boussole, je me prenne dans le bois pour comprendre la formation de chaînes de montagne qui a 1 milliard d'années. Qu'est-ce que je fais ici, là, dans le milieu technologique sur la mobilité durable? La question, mais je suis content que vous y répondiez. Bon, bien, je vais essayer de répondre. Donc, mon terrain de recherche actuel, réservoir Manicouagan. Donc, je cible une région intéressante. Et voilà. Je prends une carte géologique du ministère des Ressources naturelles. Sur une carte comme ça, les couleurs, dans le fond, ça représente un type de roche. Donc là, j'identifie un affleurement rocheux à regarder. Puis là, pouf, je trouve une roche qui s'appelle une pegmatite. Je me dis, on va en trancher des petites lames minces, on va la regarder au microscope. Puis là, on trouve des monazite, MNZ. Une monazite, ça, c'est un des minéraux qui est riche en terres rares. Donc là, on veut savoir, on commence à comprendre le lien. La pegmatite est essentielle. J'obtiens l'âge des roches avec ça. Mais là, je trouve un dérivé. Il y a des minéraux qui contiennent des terres rares dans ma pegmatite. Donc, ça peut être intéressant. Donc, ma recherche fondamentale peut éventuellement créer des vecteurs pour mieux comprendre la genèse puis la mise en place des roches qui sont riches en terres rares. Mais là, toujours est-il, il faut que je sache est-ce que ma monazite est riche en terres rares ou pas. Donc là, je fais une cartographie chimique avec un microscope électronique à balayage. Ça, c'est quoi ça? Dans le fond, c'est des grains de monazite. Il y a 2 grains qui sont illustrés là. Puis ça nous montre, c'est une cartographie de la quantité d'un élément chimique dans ce grain-là. Donc là, en haut, j'ai mis un exemple, le cérium dont on parlait tout à l'heure. Donc, plus que c'est rouge, plus que c'est riche en cérium. Donc, on voit que les grains sont différemment riches en cérium. J'aurais pu vous mettre une carte du niodyme, de la samarium ou des éléments un peu plus riches dans la monazite, comme le phosphore. Puis là, on voit que la monazite, oui, contient du cérium, mais dans sa structure cristalline. Donc là, on commence à comprendre la problématique. C'est que pour aller extraire ma terre rare, il faut que je trouve la bonne roche, que j'en extrais les minéraux, puis que j'aille extraire à l'intérieur de la structure cristalline de mon minéral les terres rares. Puis pour faire ça, ça prend des acides très agressifs qu'il faut laver avec de l'eau. Fait que là, c'est un processus qu'on comprend facilement qui est très polluant. C'est très polluant. Et je reviens avec ce que Pitron disait. Pitron dit quand on fait des autos électriques avec des batteries, c'est qu'on sous-traite la pollution. C'est que nos villes deviennent propres, mais à l'autre bout du monde, c'est le bordel. Est-ce qu'effectivement, on peut le dire? C'est exactement ce qui s'est passé, parce qu'en plus, il y a certains minéraux qui contiennent des minéraux, des éléments chimiques radioactifs, comme le thorium, comme on voit en bas. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans les années 80-90, le plus grand gisement de terre rare au monde était aux États-Unis. Ça s'appelait Mountain Pass. Mais Mountain Pass, malgré, il a essayé de suivre les règles environnementales en vigueur, puis il n'a pas été capable. Ça a été très polluant, puis finalement, la compagnie a fait faillite, a été rachetée par des Chinois. Et puis, c'est vraiment la Chine qui a repris en main le marché, de sorte qu'aujourd'hui, 95 des terres rares produites dans le monde proviennent de la Chine. Ouais. Parce que probablement qu'ils ont peut-être des règles un peu moins strictes, mais on ne le sait pas, c'est très obscur, c'est très rapidement, parce qu'il ne reste plus de temps. C'est un monde qui est vraiment, qu'on découvre à peine, parce que l'économie commence à s'en aller vers ça. Est-ce qu'il y a des moyens de penser que ça pourrait être plus propre? En fait, je pense que cette situation de quasi-monopole-là, je pense que ça requiert de faire un peu de recherche pour en trouver ailleurs. Puis ce que Régent disait tout à l'heure, c'est qu'on va rapidement épuiser la ressource. On en a des terres rares, on en a des gisements de terres rares au Québec. Ça coûte
plus cher à extraire, mais je pense qu'en tant que consommateur, on pourrait être un peu plus exigeant pour ce qui compose nos gadgets électroniques puis nos autos. Effectivement. Et puis, mais ça passe malheureusement par heureusement pour moi, ça passe par la recherche fondamentale parce que les terres rares, c'est très mal compris. C'est pas des gisements conventionnels. Même le plus gros en Chine, on comprend pas trop comment c'est formé. Ouais. Donc, c'est là le nerf de la guerre. Et en terminant, il y en aurait même en Gaspésie. Oui, il y en a. Puis dans de la terre glaise, est-ce que c'est ça, vrai? Ça, c'est un bel exemple que quelque chose qu'on ne s'attend pas. C'est qu'il y a des argiles en Gaspésie qui sont exploitées pour l'alumine. Puis c'est dans des types de sols qui sont présents d'habitude dans les milieux tropicaux. Puis là, on a un dérivé secondaire. C'est des terres rares qui sont situées là-dedans. Puis la nature, elle a fait une partie du travail pour extraire les terres rares des minéraux qui sont tous désagrégés. D'habitude, on trouve ça dans les milieux tropicaux. Mais c'est un exemple que la nature est pleine de surprises pour les géologues. Ce sera vraiment à suivre, cette question-là. Merci beaucoup, Félix Gervais. Oui. Avant d'aller parler à Jérôme Laviolette, une question électrique ou pas? Alors, on retourne à vos télécommandes. Électrique ou pas, la voiture prend-elle trop de place en ville? Non, elle prend trop de place en ville. Êtes-vous pas du tout d'accord avec ça? Plutôt pas d'accord, moyennement d'accord, plutôt d'accord ou tout à fait d'accord, allez-y. J'ai ma petite idée. Hein? Oui. Moi, j'ai ma petite idée, par exemple, Catherine, sur les réponses. Donc, on peut fermer le vote et on peut voir les résultats. Donc, on a quand même, moyennement, on a quand même une majorité nette qui se détache. Donc, ben, Catherine, vous avez beaucoup d'amis ici, manifestement. Et on va terminer, donc maintenant qu'on a parlé de la chimie, de l'extraction, ben là, on va terminer avec Jérôme Laviolette. Bonsoir, Jérôme. Bonsoir, Mathieu. Ah, ça, c'est une voix qu'on aime avoir à la radio. Wow! Pouvez-vous me redire bonsoir, Mathieu, s'il vous plaît? Bonsoir, Mathieu. Vous avez une carte chouchou pour la sphère. Génial. Sans vouloir vous dénigrer vos voix, vos cordes vocales, Régent et Félix. Jérôme, c'est quoi les autres enjeux qui sont liés justement à la présence des autos dans nos villes? Parce que ça, on voit quand même qu'il y a des gens qui trouvent qu'elles ont trop de place, là. Bien, en effet, donc je suis vraiment content que vous me posiez la question, mais moi, ce que je vois, c'est que je parle à un public de convaincus, en fait. C'est un peu ça, là. Donc, bien évidemment, l'espace qu'on attribue à la voiture, et je pense qu'on peut regarder la prochaine diapo, c'est caricatural, mais ça veut tout dire, en fait, là. Et je dirais même qu'il manque, en fait, là-dessus quelque chose d'important, c'est qu'il devrait y avoir au moins deux autres voies qui devraient être dédiées à la voiture, celle du stationnement. Donc, on dédie un espace considérable à la voiture, finalement, qui peut être uniquement utilisé par les propriétaires de voitures. Donc, évidemment, la voiture se positionne dans un système, dans les infrastructures de transport qui ont des impacts qui vont bien au-delà des impacts environnementaux. On les a vus un peu, les impacts sur la santé humaine, à travers la pollution de l'air, les accidents de la route, la sédentarité, l'embonpoint qui en découle, le stress psychologique de la congestion. Mais on a aussi des impacts sur les finances publiques. Donc, maintenir des infrastructures de transport autoroutier pour faciliter les déplacements en voiture coûte extrêmement cher à l'État et que ça coûte aussi cher de les étendre. Il y avait un rapport d'ailleurs de la Fondation David Suzuki et de Trajectoire Québec qui chiffrait à 6,5 milliards de dollars annuellement là, les coûts en infrastructure routière pour subvenir à un système de transport par automobile. Combien vous avez dit? 6,5 milliards et c'est un coût qui est en augmentation là, de 69 % depuis 20 ans. C'est dans un rapport qui est sorti en février dernier là, par la Fondation David Suzuki et Trajectoire Québec. Oui, c'est considérable en fait, mais ce n'est qu'une partie en fait des coûts qu'on a là à la voiture, parce que finalement, c'est notre poche qui paie une bonne partie de la voiture à travers nos finances personnelles. L'impact de la voiture sur nos finances personnelles est considérable. On évalue à 20 % là, donc, des dépenses après impôt des ménages, les coûts du transport pour chacun des ménages. Et collectivement, en fait, les Québécois dépensent 37 milliards de dollars par année pour se déplacer en voiture. Puis sur ce 37 milliards, on en a un 20 milliards, finalement, qui sort du Québec. Ça, c'est un déficit commercial net. Exactement, parce que ce sont des produits pétroliers, des produits automobiles qui, malheureusement ou heureusement, on ne produit pas sur le territoire québécois. Donc, en effet, ça contribue au déficit commercial. 20 milliards dans le trou. C'est le panel déprimant, on le sait. Oui, c'est vrai, effectivement. En effet, le Québec aura un déficit commercial positif de plusieurs milliards là, si ce n'était pas des produits pétroliers et automobiles qu'on importait. Donc, les finances publiques, les finances personnelles, mais aussi évidemment l'économie à travers les coûts considérables de la congestion, les coûts
les dépenses des ménages en tout genre en produits exactement comme on a dit, et les externalités aussi qui découlent de la congestion et de tous les impacts de la voiture, donc les coûts sociaux finalement de la voiture. On chiffre d'ailleurs à 7,5 milliards là, par année les externalités de la voiture. Toujours le même rapport là, qui avait calculé ça. Donc ça nous amène finalement à un principe de dépendance de la voiture. Donc je vais me permettre qu'on slide la diapo, qu'on tourne la diapo, pardon. En effet, donc, et là, je remercie Vivre en Ville d'ailleurs pour ce schéma-là que j'ai un peu simplifié. Donc, le cercle vicieux de la dépendance à l'automobile, en fait, c'est une dépendance qui est donc structurelle au Québec en raison de la façon dont on a développé notre territoire depuis les années 60-70. Donc, on a un étalement urbain, une dispersion des lieux d'activité, une ségrégation aussi des activités, donc une ségrégation des usages des espaces urbains qui vont évidemment augmenter les distances et qui vont rendre très peu compétitifs les modes actifs et collectifs. Donc, face à ça, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on s'achète de plus en plus de voitures pour pouvoir se déplacer de plus en plus loin, pour pouvoir passer les barrières physiques qui sont nos autoroutes et tout ça. On n'a souvent pas le choix d'avoir une voiture. On va l'utiliser aussi de plus en plus. Qu'est-ce que ça va faire? Bien, lorsque tout le monde choisit de s'enquérir de sa liberté individuelle, de conduire quand il veut, où il veut, et en espérant se stationner gratuitement à destination, bien, collectivement, bien, on se retrouve rapidement avec des limitations. Donc, c'est un peu paradoxal, parce que notre liberté devient une limitation collective, puis qui va rapidement se transformer en congestion, vu l'augmentation importante là, des débits autoroutiers. L'augmentation de la circulation, bien, la tendance qu'on a à faire pour résoudre ça, c'est quoi? Bien, on va augmenter l'offre autoroutière, l'offre routière, on va élargir les autoroutes, puis évidemment, plus de voitures sur les routes nécessite aussi plus d'entretien de nos routes, et donc tout ça, vous aurez rapidement compris qu'on revient là, au début, s'il y a vraiment un début, un cercle, donc on tourne en rond, là, finalement. Puis la question, c'est est-ce que les véhicules électriques, autonomes et tout ça vont nous permettre de sortir de ce cercle-là? C'est vraiment pas dit. Parce qu'il y a un autre élément, en fait, puis c'est là un peu là, le cœur de ma recherche avec la Fondation et maintenant au doctorat là, avec Catherine Morancy, puisque je viens de débuter. C'est finalement que cette dépendance structurelle à la voiture qu'on a au Québec nous amène finalement à une dépendance qui est psychologique. Parce que dans ce contexte territorial qu'on a, on se rend compte assez facilement que la voiture devient une stratégie, une façon pour nous exclusive, ou du moins extrêmement principale ou importante, pour nous de répondre à plusieurs de nos besoins, de nos désirs les plus profonds, que ce soit de liberté, d'autonomie, de sécurité, de temps, notre besoin d'espace, de bulle qu'on va avoir dans la voiture et tout ça, notre besoin même d'identité, d'expression de soi-même. Regardez ma belle Tesla que je me suis achetée. Regardez comment je suis vert. Oups. Oups, oui, c'est ça. Donc évidemment, le statut social, je précise et tout ça, puis évidemment, le besoin aussi de se conformer aux normes de notre milieu social. Donc, qu'est-ce qui se passe finalement lorsqu'on essaye de retirer des voies de stationnement, lorsqu'on essaie de retirer des voies automobiles pour les transformer en voies réservées aux autobus ou en pistes cyclables? Bien, finalement, on vient un peu toucher ce mécanisme unique sur lequel on se base pour répondre à tous ces besoins. Je ne sais pas que c'est le cas de tout le monde ici, mais pour beaucoup, finalement, on s'est tellement rendu dépendant, parce que c'est ça une dépendance, finalement, c'est de combler beaucoup de nos besoins d'une seule façon. Puis, la structure fait qu'on en est rendu là aujourd'hui, puis dès qu'on essaie de mettre des mesures beaucoup plus qui pourraient être efficaces et qui sont contraignantes à la voiture, bien, on se retrouve avec une opposition extrêmement forte. Puis là, je n'ai même pas parlé encore de tarifs de congestion, de taxes kilométriques ou d'autres éléments comme ça là, qui suscitent un non monumental là, de la part de la population. Peut-être pas de vous, en tout cas. On a une salle, comme j'ai dit, on a une salle un peu plus convaincue. C'est un cercle quand même, vous l'avez dit, en tout cas dans vos études, manifestement, pour vous, c'est un cercle vicieux. Santé publique, le déficit commercial, bon, tout ce qui vient avec ça, les externalités, comme vous les appelez. Est-ce qu'il y a un moyen de briser ça? Est-ce que c'est arrivé des endroits où on a brisé, ou en tout cas entamé ce cercle-là? On va parler de quelques solutions tout à l'heure. l'heure. Oui, je ne veux pas voler trop de punch en effet, sur les solutions, mais on sait souvent là, les pays scandinaves et tout ça, là, les Pays-Bas où ils ont réussi à développer des infrastructures qui les ont un peu sortis de ça. Ils ont des développements territoriaux beaucoup moins basés sur la voiture. Ils ont encore des défis, c'est certain. Ils ne sont pas rendus non plus à s'affranchir complètement de la voiture, mais il y a définitivement de l'inspiration à aller chercher là. Mais je vais m'arrêter là pour les solutions. C'est sûr que quand l'essence coûte 2,5 piastres le litre, comme en Norvège actuellement, pays producteur, ça aide à prendre son vélo, on peut le dire. Félix Laviolette, merci beaucoup. Pardon, parce que j'ai fait un gros mash-up avec vos noms. Régent, Félix Laviolette. Régent Sanson, Félix Gervais et Jérôme Laviolette, merci infiniment. C'était vraiment très intéressant.